Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde nous entend. Bonjour, j'espère que vous nous entendez, vous nous voyez correctement. Si ce n'est pas le cas, vous protestez dans le chat. Ah, quelqu'un déjà écrit. J'espère que ça va fonctionner. On a mon jeune collègue Bilal Zarzour qui est aux manettes et qui se fera fort de vous aider si vous avez un problème. Et puis, je crois qu'il a mis aussi en place une diffusion sur YouTube dont il peut nous donner le lien dans le chat si jamais vous avez un problème avec cette plateforme. Ça arrive parfois en fonction des firewalls des entreprises dans lesquelles on est. Merci à tous, à toutes d'être avec nous ce matin. On a 45 minutes devant nous dans le cadre de ces webinaires dans lesquels on essaye de documenter une réflexion autour de l'attractivité de la filière microélectronique. Alors, je vous rappelle que Nanoelec est un consortium de 22 partenaires. Il y a des académiques et des industriels. Que notre mission, c'est de relever des défis dans le domaine technologique et de co-construire des feuilles de route communes avec la diffusion a été initiée. C'est YouTube, c'est ça, voilà. Donc vous pouvez regarder sur YouTube. Donc pour l'essentiel, effectivement, et notre focalisation est sur ces défis technologiques, mais finalement, depuis quelques années, on travaille aussi sur, puisque tout ça s'inscrit dans le cadre d'une contribution à la compétitivité de la filière microélectronique au sens plus large, on a commencé à regarder aussi des questions qui touchent peut-être plus aux questions organisationnelles. Et puis, plus récemment, enfin l'année dernière, sous l'impulsion d'un certain nombre de nos partenaires, on a été amené à s'intéresser à la question de l'attractivité de la filière. Alors, tout le monde se concentre sur cette question. Évidemment, le premier point, c'est la difficulté pour un certain nombre de nos partenaires industriels à trouver les bons profils pour répondre aux besoins qu'ils ont d'emploi dans leurs usines et puis dans leurs bureaux. Mais finalement, il y a une autre dimension qui est quand même importante aussi, c'est la question de l'attractivité du territoire, de l'hospitalité du territoire. Et on a décidé d'aller donc un petit peu plus loin et d'explorer un peu ces aspects. On touchera peut-être aussi aux questions d'infrastructure. C'est pour ça qu'on a invité deux personnes qui ne sont pas du sérail technologique ce matin avec nous. Et on a le plaisir de les recevoir. Donc, il y a Adeline Sicolella, qui est responsable d'investissement MedTech et Life Science à l'agence Grenoble-Alpes, et qui va venir donc nous présenter un certain nombre d'outils qui sont développés par cette agence. Et puis, Laurent Delatte, qui est chargé de mission numérique à Grenoble-Alpes Métropole. Et c'est à vous, Laurent, qu'on va donner la parole en premier pour nous parler de ces questions d'attractivité du territoire, au-delà des questions d'emploi en tant que telles. Parfait. On va peut-être commencer avec la présentation. Donc, ouais. Je sais pas si on peut. Laurent Delatte, donc je suis chargé de mission numérique au sein de la métropole de Grenoble. La métropole de Grenoble, qui est une jeune métropole, qui a été qui est en fait créée qui n'existe que depuis 2015, et qui à ce moment-là, à cette période-là, a consolidé l'ensemble des personnes qui, au niveau des communes jusque-là, ou au niveau de la métropole, parce qu'il y avait aussi un service, travaillaient sur des questions de développement économique, de manière générale, et d'attractivité. Donc aujourd'hui, l'ensemble des compétences en matière de développement économique, au niveau local en tout cas, du bloc communal, se retrouvent au sein de la métropole, avec bien sûr aujourd'hui du coup, c'est celle-là, c'est ce bouton-là. Pour voir l'ensemble des dispositifs, des types de soutien ou d'animation que l'on peut mener à l'échelle du territoire pour alimenter le développement économique des acteurs. On est présent en fait sur quasiment l'ensemble des
des phases de développement d'une entreprise, depuis la création jusqu'à l'internationalisation. Historiquement, avec un gros volet création, le soutien à l'ensemble des acteurs de la création et de l'emploi. Création d'entreprise. À la création d'entreprise. On a toutes les questions plutôt d'implantation, là, dans le déménagement, on va dire, d'acteurs qui ont déjà été créés, que ça soit des acteurs à l'intérieur du territoire qui se relocalisent parce qu'ils grandissent, parce qu'ils ont besoin de plus de mètres carrés, ou de nouvelles facilités qu'ils n'avaient pas jusque-là, ou des acteurs extérieurs au territoire, ce qu'on appelle la croissance exogène, lorsque, alors, cette fois-ci, on veut faire venir d'autres régions de France ou de l'étranger. La question, bien sûr, du soutien là, direct, des financements directs de projets portés par des entreprises, soit en phase de création, soit dans le cadre de projets innovants de manière plus spécifique. Les cautions de soutien à l'innovation, et puis, on l'évoquait, c'est un sujet qui monte, on va dire, depuis les dernières années, et le fait qu'on ait un taux de chômage particulièrement bas en Isère, depuis 3 ans, en dessous qui a toujours été en dessous par ailleurs des taux de chômage nationaux. On peut se féliciter. On ne peut que s'en féliciter, mais cette tension pose aussi des problèmes. Cette tension fait que la question, en effet, des talents, des recrutements, est de plus en plus prégnante sur le territoire. Et elle arrive avec de nouvelles équations, en fait, de nouvelles problématiques. Oui, l'équation, elle n'est pas la même quand vous avez 8% de chômage ou quand vous êtes aux alentours de 5. C'est clair. Là, vous êtes quasiment... ce qui veut dire que c'est pas simplement une question de volume, c'est une question de profil, une question de nature aussi des actions. Parce que forcément, quand vous n'avez plus les gens sur le marché de l'emploi, soit il faut les chercher ailleurs, soit il faut les chercher plus tôt. Donc il y a la question de comment on travaille au niveau des collèges, des lycées pour... et les former. Oui, après, il y a bien sûr la question éventuellement de l'adaptation du système de formation à ces besoins-là. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'est plus sur la question il y a des gens sur le marché de l'emploi, comment on les requalifie, comment on les invite à aller vers ces filières. Là, on est sur le marché de l'emploi, il est plus compliqué. Donc, soit on a des personnes qui sont peu formées, sur lesquelles il va apporter une qualification, soit on va travailler en amont ou en aval un peu plus fortement avec les acteurs qu'on le faisait jusque-là. Et puis, bien sûr, une métropole, c'est aussi une animation à l'échelle d'un territoire avec beaucoup d'événements. Alors, des événements qui peuvent être sur les questions d'emploi, mais pas que. Il y a des questions de financement, il y a des questions parfois d'open innovation aussi. Voilà. Donc, on va aussi contribuer à un certain nombre d'événements sur le territoire pour animer le territoire et à l'extérieur du territoire pour travailler sur la marque et sur l'attractivité de ce territoire-là. Alors, je vais... non, du coup, j'en ai sauté 2. Il faut autre... Non, c'est bien. Il m'en manque une. Ah ben non, je ne l'ai pas laissé. Donc, il y a toute la partie création d'entreprise. Je vais pas rentrer, mais c'est vrai que historiquement, c'est très important. L'accompagnement à la création d'entreprise, à l'émergence, ou toutes les questions d'implantation. Là, on va avoir un financement des gens les connaissent, la DI, la CISP, Pépitosé. Donc, il y a des tas de guichets, en fait, on va dire, vulgarisés à l'échelle du territoire grenoblois qui vont accueillir des primo-entrepreneurs, ou pas forcément des primo-entrepreneurs, des entrepreneurs tout court. Mais généralement, dans ce cas, ils ont un peu moins d'accompagnement, besoin d'accompagnement, pour les aider à créer leur boîte, parce qu'il y a tout, voilà. Et les accompagner à la fois sur les aspects purement administratifs, mais aussi sur tout le parcours d'un créateur d'entreprise. On va financer ces acteurs qui accompagnent les entrepreneurs. Oui, on est sur la diapo. Donc sur le financement du développement, là on est sur aussi... on ne le voit pas, mais la métropole, c'est des tas de compétences, en fait, sur des tas de sujets qui peuvent intéresser les entreprises au-delà de ces questions-là. Il y a souvent comment les employés se rendent il y a toutes les questions de mobilité,
de manière générale. Mais vous avez souvent des questions liées à l'énergie, parce qu'on a en particulier sur la métropole grenobloise, on a beaucoup de sujets, on a beaucoup d'électro-intensifs, comme on dit. C'est des gens qui ont besoin de capacités énergétiques assez importantes. Il y a bien sûr tout ce qui est l'investissement. En particulier, on peut parfois aider sur tout ce qui est les locaux commerciaux, mais y compris parfois aussi sur l'implantation d'industrie, hein, ça peut arriver. Bien sûr, toutes les zones d'activité ne sont pas égales de ce point de vue-là, mais il y a un certain nombre d'associations qu'on va retrouver qui cherchent à animer, à mettre un peu de vie, à faire du lien entre les différents acteurs qui sont présents sur les zones d'activité, à faire un peu de collectif. Voilà, il y a parfois des questions de restauration qui se posent, par exemple, des choses comme ça. Non, mais voilà, on a tous ces sujets-là. Il peut y avoir des sujets il y a les déchets aussi, c'est la métro. Il y a aussi la question, alors sur les entreprises, c'est un peu particulier, puisque c'est des déchetteries professionnelles, mais on anime ce réseau et on structure ce réseau. Et bien sûr, il y a toute la partie des recrutements, avec beaucoup d'événements tout au long de l'année, où les employeurs ont la possibilité de s'inscrire pour aller chercher du talent. Et avec la volonté, y compris travailler aussi sur des éléments un peu inclusifs, hein, Sans chance, sans emploi, par exemple, qui est un dispositif initialement très porté par Schneider Electric en particulier, qui permet d'inclure des gens qui étaient un peu éloignés parfois de profil tech vers des postes à qualification importante. Quoi. Et dans votre slide, là, il n'y a pas le réseau informatique? Le réseau informatique métropolitain les infrastructures. On parlait des réseaux en énergie. Alors, des réseaux de transport. Alors, c'est un réseau qui est très utilisé essentiellement par les organismes de recherche, principalement. Il n'est pas assez peu. Les acteurs privés passent généralement par des infrastructures dédiées, mais proposées par les opérateurs classiques. Réseau qui est très présent sur la métropole, puisqu'on a des très bonnes infrastructures de manière générale. C'est vrai sur la partie énergétique aussi. Hein. On a une capacité d'énergie qui est assez. Enfin, on va pas dire que le réseau est surdimensionné, mais il est très bien dimensionné en tout cas, et il est pour répondre aux besoins. Il n'est pas en sous-capacité, loin de là, pour répondre aux besoins. De manière, réseau d'énergie, réseau en effet numérique. Et puis, on en parlait tout à l'heure, c'est un sujet, hein, en particulier dans la microélectronique, les réseaux d'eau, puisque pour faire de l'électronique, on a souvent besoin de beaucoup d'eau avec des qualités importantes. Petite référence à la houille blanche, peut-être. Historique. Alors, à l'époque, elle était. Enfin, quand on parle d'houille blanche, on pense plutôt au volet énergétique. Là, on est plus sur la question de la pureté, du nettoyage, en fait, de la capacité de l'eau à produire des choses propres. Mais oui, on est la question de l'eau en tout cas, et on a une région qui apporte de l'eau en grande quantité et de grande qualité. Et c'est vrai que ça reste un atout local important pour l'attractivité du territoire de manière globale. Hein. Sur certains types d'activités. A priori, la sécheresse à Taïwan, c'était il y a 2 ans, hein, et ça a quand même mis le monde entier à genoux. Donc voilà, on voit que la question de l'eau et de l'eau potable, c'est un vrai sujet à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, c'est la Californie qui se demande, grosso modo, dans 5 ans ou dans 10 ans, soit ils produisent des puces, soit ils mangent des salades. Mais il va falloir choisir entre les puces et les salades. Donc là, c'est les citrouilles plutôt qui en ce moment visiblement qui se perdent. Mais voilà, il y a un gros problème en effet de pénurie d'eau aussi sur toute la Silicon Valley aujourd'hui. Ils ont perdu un tiers des réserves en eau sur les grands barrages de la Silicon Valley. Donc oui, la question de l'eau et de l'eau potable est un vrai sujet. Accompagner les champions de demain, on a aussi forcément dans tous ces acteurs une question de l'accompagnement, des licornes, des pépites, des fleurons, des champions.
on les appelle comme on veut, mais de ces acteurs qui sont des locomotives et des vitrines pour le territoire, avec un suivi spécifique, bien sûr, sur les entreprises, à enjeu, on va dire. Des événements qui permettent de faire rayonner le territoire à l'international, alors qui sont parfois se produisent au niveau local, mais qui ont cette vocation d'aller à l'international. Et puis l'aide au financement, il y a le Forum 5i en particulier, depuis 1998, c'est une institution, même s'il a vocation à se transformer dans le futur. Donc, il permet de trouver un levier pour aider les startups à lever des fonds. Tout à fait. On a 900 millions, 13 startups, 900 millions, enfin, c'est un gros... En sachant qu'on a un territoire qui, de ce point de vue-là, et c'est assez surprenant, même pendant la période Covid, on a eu des chiffres en augmentation, qui, à la fois sur le nombre de startups et sur les montants levés, est très, 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 très au-dessus des moyennes nationales. Enfin, on est très clairement... Alors, il y a Paris, sur lequel c'est toujours un peu compliqué de faire... donc, esprit par nature dynamique. Mais c'est vrai qu'on a un territoire qui, de ce point de vue-là, de point de vue de la création et des montants levés, est quand même très exceptionnel. Et puis des outils de financement, alors avec en particulier un fonds d'investissement porté par la collectivité en lien avec la French Tech, qui est CodeVenture, qui finance des sociétés dans des formes coopératives, des gouvernances en tout cas coopératives et mutualisées, qui innovent en tout cas sur les formes de gouvernance par rapport aux formes classiques. Et ça, elles sont nombreuses. C'est les gouvernances le SKIC, la forme de SKIC qui est une forme qui est relativement nouvelle. Elle a moins d'une dizaine d'années, donc c'est encore relativement nouveau comme format. Vous avez les sociétés à mission qui sont encore plus récentes dans le spectre. Mais elles sont réputées vertueuses. Ma question, c'est est-ce que beaucoup de nouvelles entreprises choisissent ce type de gouvernance? Alors, c'est des gouvernances qui sont des gouvernances émergentes, mais dans tout ce milieu, en particulier dans tout ce milieu des startups, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont là pour trouver du sens et pour faire la différence. Ce qui, à la fois dans les objectifs qu'ils se donnent de manière globale, sont quand même beaucoup sur ces questions de transition, et on voit que c'est un moteur, et y compris, c'est parfois... à l'inverse, pour certains acteurs industriels installés... C'est-à-dire un moteur de l'attractivité. Au contraire, parfois un frein. C'est-à-dire que cette mode pour la start-up, elle vient aussi du fait qu'un certain nombre de ces entreprises, en fait, ils choisissent l'objet sur lequel ils ont envie de travailler. C'est un truc qui les fait kiffer, qui leur donne envie. Et puis, si c'est pas ça, ils n'en veulent pas. Et donc, effectivement, il y a les gens qui ont envie de faire carrière dans une grande matrice, parce que ça les intéresse par ailleurs, parce que c'est un projet plus large, etc. Mais quelque part, on sent bien qu'il y a la recherche dans tous les cas de valeur. C'est ça. La recherche du sens, des valeurs, elle est quand même... Il y a la recherche de valeur. C'est quand même un moteur individuel et collectif. Donc, on ne va pas dire qu'il y a une explosion des sociétés à mission, des SKIC et des SCOP. Néanmoins, on a beaucoup de gens qui... Et c'est pour ça que je disais pas forcément la nature, le statut, la structure, c'est une chose, mais qui, dans la gouvernance, ils vont monter une société classique, si vous voulez, en termes capitalistiques, on va dire, sur la nature de la société, sur son statut, et capitalistique, ça sera quelque chose. Mais qui, par contre, dans la gouvernance, vont intégrer les clients, les parties prenantes, pourquoi pas ça évolue de cette façon, des acteurs publics, des citoyens. Voilà. Donc, ils sont déjà quand même une évolution sur... on n'est pas juste là pour vendre des trucs et faire du profit. Voilà, on est
on a souvent une approche qui va un peu plus loin sur la question, en effet, du sens et des valeurs, et qui amène à revoir un peu les formes de gouvernance. Donc, UpVenture, il répond un peu à cette envie que peuvent avoir certains d'innover sur, y compris ces sujets-là. Et du coup, on va avoir à la fois une innovation tech au sens strict du terme et des innovations sur la partie plutôt gouvernance. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique. Autant les premières parties étaient peut-être des points que l'on va retrouver sur un certain nombre de territoires, avec peut-être, on le disait, un côté deep tech et startup qui est quand même très prégnant, marqué au niveau grenoblois. Autant sur ces questions plus de soutien direct à l'innovation, on est vraiment sur presque une spécificité territoriale. Il n'y a pas tant de métropoles en France, tant de territoires en France qui financent directement des projets de R&D, grosso modo. Au-delà de l'accompagnement des pôles et des clusters, alors ça s'est appelé les FUI, puis après les PSPC, aujourd'hui ça s'appelle IDEMO, mais voilà, il y a pas mal d'appels à projets en lien avec l'État et avec la région qui permettent, et d'autres EPCI, qui permettent de financer des projets de recherche, et puis pas mal d'appels à projets sur soit généralistes, soit sur des filières spécifiques, la santé, le numérique, l'environnement et la chimie qui se lancent. Voilà, et à différents stades de maturité. On est de manière générale, alors, on n'est pas sur le financement de la recherche, on est sur qu'est-ce que pour ceux qui connaissent, voilà, les phases de maturité 1 à 5, généralement, c'est pas des phases c'est pas des acteurs qu'on va financer parce qu'on est encore beaucoup trop amont. Mais par contre, pour des acteurs qui ont des solutions, ils sont beaucoup trop amont. Oui. Et vous êtes plus intéressé sur tout ce qui est maturité, on va plutôt être sur des acteurs qui vont essayer de faire leur première preuve de concept, leur premier test ou leur première démonstration grandeur nature, et qui vont aller jusqu'aux premières séries industrielles. Donc on est plutôt sur des maturités 5, 6 jusqu'à 9, grosso modo, sur le financement de l'innovation. Voilà, en amont, c'est l'État et l'ANR qui sont quand même positionnés sur la recherche plus fondamentale. Et puis aussi, parce que c'est un sujet, on a beaucoup d'acteurs, toute cette émergence, tout ce bouillonnement, tout ce foisonnement, il y a des gens qui inventent des choses, à un moment donné, ils veulent les tester, et se pose souvent la question du premier terrain d'expérimentation. Et donc, depuis quelques années, et là, on densifie encore, on est à la seconde phase, on est vraiment sur une stratégie d'expérimentation via des appels à projets ou des appels plutôt de manifestation d'intérêt, comme on dit, qui permettent à des acteurs de se positionner pour trouver des terrains d'expérimentation. C'est-à-dire pour changer d'échelle, en fait, un peu, voilà. En quelque sorte. Oui, et puis pour avoir un premier POC, quoi, en grandeur nature, parce qu'ils ont besoin de tester ça sur de l'éclairage public, dans un parc, dans un bâtiment. Voilà, il faut à un moment donné un endroit, souvent, pour porter. Oui, pour sortir du laboratoire ou du hangar de démonstration. Et pour avoir le cas d'usage qui permettra derrière d'être une vitrine et voilà, dire ça y est, ça marche, maintenant on déploie, quoi. Donc on est sur une stratégie, voilà, on va aider les entreprises et les aider à trouver le terrain d'expérimentation pour faire le premier POC. Et en ce qui me concerne, c'est fini. Voilà. Bon, on retiendra cette idée de terrain d'expérimentation. Moi, je vais le traduire en terrain de jeu parce que j'ai un esprit toujours câblé. C'est ça. Si les personnes veulent commencer à chatter des questions pour Laurent, pourquoi pas? On les prendra à la fin de la session et on va donc laisser la parole à Adeline. Merci. Alors bonjour à tous. Merci François pour l'invitation. Merci à vous d'être venu nous expliquer. Donc, moi, je vais vous parler plutôt de l'attractivité du territoire au sens territoire employeur, au sens marque employeur. Je travaille pour l'agence Grenoble Alpes. Et ce questionnement s'est posé surtout sur
justement cette pénurie en matière de compétences, en matière de candidats. Donc, et donc, on s'est posé un certain nombre de questions compte tenu de nos métiers, compte tenu de nos réseaux, compte tenu de ce qu'on savait faire déjà. Est-ce qu'on peut mettre le PowerPoint, s'il vous plaît? Et donc, nous, voilà, au sein d'Invest, on a deux missions principales qui sont dans un premier temps de faire la promotion de l'excellence du territoire, tant dans sa dimension industrielle, scientifique qu'universitaire, puis en particulier d'attirer des talents, mais talents au sens porteur de projet, pour qu'ils viennent implanter tout ou partie de leur activité industrielle, que ce soit de la production, de la recherche, etc. Et donc, on s'est posé la question de comment contribuer à faire venir des talents sur le territoire pour justement répondre aux besoins des acteurs locaux. C'est-à-dire que, donc, des talents porteurs de projets, vous l'avez dit, oui. ceux qui viennent les accompagner, renforcer les flux. En fait, on s'est dit, on va faire un petit pas de côté, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes, clairement. L'industriel qui veut implanter une activité et puis le candidat qui doit remplir justement un poste. Qui va chercher un travail intéressant dans un cadre intéressant. C'est ça. Donc on s'est dit, compte tenu de nos métiers, compte tenu de nos outils, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les recruteurs locaux pour se distinguer parmi d'autres recruteurs pour que ces personnes viennent sur le territoire. Dans la mesure où nous, notre métier, il est vraiment dans l'attractivité. Donc au sein de l'agence économique, au sein de l'agence Grenoble-Alpes, pour rappel, c'est un satellite de la métropole qui concentre les différents métiers d'attractivité plutôt exogènes, dans les métiers de faire venir, avec l'office de tourisme qui est plutôt sur faire venir sur du tourisme d'agrément, le bureau des congrès qui est de faire venir des événements, des salons, des conventions d'affaires, générer du tourisme d'affaires, et puis Investing Grenoble qui est de faire venir, donc je l'ai dit à l'instant, des entreprises et donc générer de l'attractivité économique. Donc on s'est dit, compte tenu de nos compétences plus des compétences au sein de cette agence, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Donc des outils qui existent déjà, qu'on utilise nous depuis un certain nombre d'années pour faire la promotion et pour attirer justement, susciter l'intérêt de ces porteurs de projets. Donc on dispose de flyers, bien entendu, des flyers qui présentent des chiffres clés, mais des flyers thématiques aussi, sur les grandes filières d'excellence du territoire qu'on connaît bien, donc le digital, micro, nano, électronique et logiciel bien entendu, énergie, chimie, clean tech, sport, outdoor, équipement de la montagne, des industries un peu plus traditionnelles, la santé aussi, bien évidemment. Et donc, l'idée aussi, donc ces documents, ils sont tous sur notre site internet, ils sont tous à votre disposition. C'est pour que vous puissiez, vous aussi, vous intégrer au sein d'un écosystème, de montrer à un partenaire, de montrer à un candidat, moi, j'ai cette activité-là, mais je ne suis pas tout seul. Parce que c'est une question qu'un candidat peut se poser aussi lorsqu'il ne vient pas du territoire, et on s'adresse plutôt à ce type de candidat-là. Nous, notre compétence, elle est plutôt sur ce qu'on appelle l'exogène, hors du territoire Grenoble-Alpes. Et quand il va, admettons, quitter sa patrie d'origine, de se dire, je vais intégrer cette entreprise, mais si ça marche pas, j'aurai peut-être pas de quoi me retourner. Et le fait de s'inscrire justement dans un écosystème dynamique, ça peut renforcer la confiance aussi dans la prise de décision. C'est ça, ou c'est je viens avec mon conjoint, ma conjointe. Alors, c'est pas ou, c'est et. Donc ça, c'est un autre sujet qu'on aborde. Donc on a déjà ces flyers qui sont à votre disposition. On a aussi un certain nombre de films qui sont sur notre site internet, mais sur d'autres sites également, qui sont là pour faire la promotion du territoire, tant sur sa partie touristique, parce que, si vous voulez, quand vous recrutez un candidat, en fait, il ne s'agit pas d'un candidat uniquement, il s'agit d'une personne. Et effectivement, cette personne, elle ne vient pas que travailler, elle vient vivre. Et c'est un petit peu le parti qu'on a pris, nous, qui est de dire, vous venez pas que travailler, vous venez vivre dans ce territoire. Et l'idée, c'est donc d'apporter des informations sur qu'est-ce que c'est de vivre sur le territoire Grenoble-Alpes. Donc, il y a des films qui sont uniquement dédiés à la dimension tourisme, avec de belles images, que ce soit en montagne, urbain, culture, sport, etc. Donc, je vous engage vraiment à y faire votre marché. Et puis, on a créé une série de films qui s'appelle Work and Live in Grenoble-Alpes, donc vivre et travailler à Grenoble-Alpes, justement dans cette idée de remettre le curseur au milieu et de montrer que on a accès, en travaillant ici, à une qualité de vie. Et donc de montrer l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc on va vous montrer un exemple de film avec l'INRED. Donc c'est une offre
Une offre de service, c'est une prestation qu'on propose aux entreprises. Ce qu'on propose, c'est donc un produit charté, Grenoble, qui suit un scénario avec un vidéaste au choix de l'entreprise, mais dont le produit va justement montrer un témoin au choix de l'entreprise qui va parler de ce que fait l'entreprise, de ce qu'il fait au sein de cette entreprise. C'est aussi une occasion pour l'entreprise de diffuser certains messages, de diffuser certaines valeurs, et puis encore une fois de montrer en quoi travailler ici est intéressant dans la partie qualité de vie que ça offre en ce sens. Donc on va vous montrer le film de l'INRED. Si je devais décrire Grenoble en 3 mots, je dirais qu'elle est chaleureuse, dynamique et riche, tant pour son patrimoine que pour son environnement naturel. Je suis Déborah, je suis technicienne de fabrication et référent technique chez l'INRED. Chez l'INRED, nous fabriquons des détecteurs infrarouges pour le secteur spatial, militaire et civil. Mes journées commencent avec un moment d'échange avec mon équipe pour définir les priorités et identifier les problématiques rencontrées. Ensuite, je passe à la production par la caractérisation de nos substrats épitaxiés et le lancement de nouvelles plaques dans nos fours. Enfin, je poursuis par diverses opérations de traitement de nos consommables avant de faire le point avec l'équipe qui fait la relève. Le travail en équipe est un élément intégral au succès de nos produits. L'INRED est une entreprise à taille humaine qui reflète mes propres valeurs. Le respect, l'engagement, la solidarité et la convivialité. L'un des avantages de mon travail est la flexibilité d'horaire qui me permet de me libérer une demi-journée par semaine. J'utilise ce temps pour m'engager dans une association qui œuvre avec des enfants et des adultes hospitalisés. Pour me reposer, j'aime me balader en vélo le long du fleuve, le Drac, et je me passionne de projets manuels comme le tricot, le bricolage, la cuisine ou la pâtisserie. En dehors de mes activités professionnelles et associatives, je suis une supportrice active de l'équipe de rugby locale, le FC Grenoble. En week-end, j'apprécie particulièrement une sortie au stade avec mes amis pour regarder un match. Entourée par ses sublimes massifs, Grenoble est une ville avec d'incroyables panoramas. Je ne souhaite vivre nulle part ailleurs. Voilà. Alors, on nous entend? C'est bon. bon. Okay. Bon, moi, les messages, ils y sont. Hein. Mais c'est enthousiasmant. Hein, Donc voilà, vous avez compris l'idée. Vous pouvez aller visionner d'autres films. Hein. Il y a Athos, il y a Becton Dickinson, il y a l'UGA, il y a le CEA. Donc il y en a un certain nombre. Alors en particulier sur la filière microélectronique, on a eu une demande de la DDETS. Donc il me semble que Chantal est en ligne. Bonjour Chantal. Et donc en disant, voilà, nous on a trouvé vos films Work and Live qui sont sympas, mais nous ce dont on aurait besoin justement pour
pallier au recrutement croissant qui vont arriver sur le territoire, on aurait besoin d'un film plutôt attractivité filière microélectronique. Dans l'idée justement de vulgariser la filière, de la rendre peut-être un petit peu plus accessible et de susciter des vocations. Donc, il y a tout un groupe de travail qui s'est monté avec le DIMEC, Auvergne d'entreprise, Pôle emploi, Nanoélec, Minalogique, mes excuses pour ceux que j'aurais oublié, la métropole de Grenoble. Et donc, dans l'idée justement de se structurer et de réfléchir à la manière dont on pourrait répondre à ces besoins, en particulier sur la filière microélectronique. Le film est un des outils, mais il y a d'autres réflexions sur le sujet dans ce groupe de travail. Au sein de l'agence Grenoble, on a aussi mis en ligne depuis peu une médiathèque parce que on s'est dit que typiquement les recruteurs seraient contents d'avoir de belles photos du territoire dans leurs offres d'emploi, dans leurs publications, dans les PowerPoint qu'ils pourraient diffuser auprès de leurs partenaires, dans des événements, etc. Parce que effectivement, c'est une carte qu'on n'a pas assez jouée, cette qualité de vie et cet environnement absolument fantastique qui est un vrai critère de différenciation par rapport à d'autres territoires. On a mis en place aussi une demi-journée d'accueil et de découverte du territoire pour les nouveaux salariés des entreprises. Et là, typiquement, on va prendre l'exemple de Vercors. Il y a un peu plus d'un an, ils ont recruté en un peu moins d'un an une centaine de salariés qui sont allés chercher partout dans le monde. Et donc, on s'est retrouvé avec une centaine de salariés internationaux sur le territoire en se disant, mais si on leur explique pas comment vivre dans le territoire, ces gens-là vont pas rester. Et le principe, c'était de coordonner une demi-journée avec une visite guidée, avec un guide mis à disposition par l'Office du tourisme. On leur a fait prendre le téléphérique pour monter jusqu'à la Bastille, pour avoir cette vue absolument spectaculaire et puis permettre une lecture d'est en ouest du territoire et avec une dégustation de produits locaux. Donc là, l'idée, c'est une part de bien accueillir ces personnes-là, de leur indiquer un petit peu ce qu'il est sympa de faire sur le territoire, qu'ils puissent se l'approprier, et puis surtout de leur dire, en fait, voilà, maintenant vous êtes chez vous, et puis il y a différents guichets pour vous aider, pour vous approprier votre nouvel environnement. Ce qui est très intéressant, je trouve, enfin, moi je parle en tant qu'ancien Parisien arrivant à Grenoble, c'est qu'ici, si on trouve un point haut, assez vite, on a une lecture complète de ce territoire, en tout cas de la partie urbaine, qui nous intéresse par rapport à la microélectronique, je dirais. Et donc, ça permet assez vite de le lire comme si on regardait une carte. Exactement, c'est une carte interactive en direct. Donc, c'est aussi un outil qu'on met à disposition des entreprises qui souhaitent intégrer leurs nouveaux salariés. Cette demi-journée. Cette demi-journée, tout à fait. Ouais. Donc, on a plusieurs idées. Comment ça se passe pour les entreprises? L'entreprise... Vous facturez une prestation? Oui, tout à fait. En fait, la demi-journée, elle est fonction de ce que l'entreprise veut. On a fait ça avec Vercors, on a fait ça avec Renaissance Fusion. Typiquement, Innocel souhaite mettre en place ça 4 fois par an, sur des formats un petit peu différents. Il peut y avoir des formats un petit peu plus premium. Premium, ça peut être pour 40 personnes, ça peut être pour 20 personnes. Donc, l'entreprise vient nous voir, nous explique un petit peu son besoin, et puis on va étudier avec elle quelles sont les possibilités. La journée, elle va s'orienter avec une visite guidée, avec éventuellement une activité, et puis un moment convivial. Après, c'est vraiment à la carte. Et puis, on est aussi, de manière, je dirais, peut-être pas naturelle, mais dans les faits, c'est comme ça que ça se passe. Les recruteurs, les entreprises qui viennent nous voir en disant, voilà, moi j'ai de nouveaux salariés, est-ce que vous connaissez des médecins qui parlent coréen? Ou est-ce que vous connaissez des médecins qui parlent espagnol? Donc, pour information, il y a un tri qui peut se faire sur Doctolib sur 4 langues, mais comme on ne connaissait pas, on se structure un petit peu sur ce type de questions. On a pris contact avec le président de l'Ordre des médecins du département de l'Isère pour savoir un petit peu comment on pouvait justement apporter ce type de réponse. Et donc, clairement... On entrer sur un certain nombre de questions éventuellement exotiques ou inattendues. C'est ça. Et vous avez l'esprit ouvert, en tout cas, c'est ça. pour essayer de... D'accord. Il ne faut pas hésiter à... un peu, parce qu'il nous reste 5 minutes. Oui, il ne faut pas hésiter à nous poser la question. On n'aura pas les réponses, mais on saura à peu près vers qui se tourner. Et puis, bien sûr, on encourage à faire suivre nos réseaux sociaux parce que ce sont des mines d'or d'informations, tant sur la partie touristique qu'économique, et touristique sur les 3 territoires, Pays-Voironnais, Grésivaudan et Métropole. Et puis, on a aussi plein de choses encore dans les tiroirs.
avec pas mal d'idées de choses à développer, si j'arrive à faire passer la slide suivante. Notamment la création d'un business pass, à proposer aussi aux entreprises à offrir à leurs salariés un petit pack de bienvenue avec des produits locaux. Ça peut être aussi un pass pour visiter des musées sur des dimensions culturelles, des accueils VIP. On travaille actuellement aussi, on souhaiterait sortir une page web Work and Live in Grenoble-Alpes. Vivre et travailler à Grenoble, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Je suis un potentiel futur arrivant, je me pose des questions sur le logement, je me pose des questions sur le transport, je me pose des questions sur la scolarisation de mes enfants, je me pose des questions sur le fait que j'arrive pas tout seul, alors j'arrive avec une famille, j'arrive avec un conjoint. Comment est-ce qu'il s'intègre dans le territoire? Comment est-ce qu'il s'intègre, par exemple, dans les réseaux pour de la recherche d'un emploi? Donc voilà, nous, on essaie de se structurer sur ces aspects-là. On ne fait pas du tout des ressources humaines, on fait de l'attractivité et on a du réseau. Donc c'est un petit peu ça qu'on a décidé de structurer et de mettre au service des acteurs locaux. Voilà. Moi, ce qui m'a semblé intéressant aussi dans l'état d'esprit dans lequel vous travaillez, c'est que vous êtes effectivement très, très ouvert à l'idée de vous connecter avec le monde économique à proprement parler dans cette démarche. Oui, tout à fait. Hein, c'est pas donc c'est pas une agence d'attractivité qui elle-même génère ses propres messages toute seule. Donc ça, c'est peut-être un message aussi qu'on peut faire passer. Bien au contraire, c'est-à-dire que nous, il faut nous faire remonter les besoins, il faut nous faire remonter les manifestations d'intérêt, parce qu'on est avant tout là pour répondre aux besoins du territoire. Hein. Et puis ces besoins, ce qu'on disait tout à l'heure, ils évoluent quand même fortement. On a déjà la question de la tension sur le taux de chômage, mais au-delà de ça, il y a quand même une évolution de métier. On a quand même un territoire qui est très deep tech, qui est très disruptif. Quand on dit disruptif, donc de la nouveauté. Quand on dit disruptif, c'est disruptif sur la partie tech, mais c'est disruptif potentiellement sur la partie compétences aussi. Donc il y a cette nécessité qu'on a à l'échelle grenobloise dans tout le temps, d'être régulièrement, se reposer la question de le système de formation, les entreprises et l'employabilité des populations. Et à un moment donné, la coïncidence il faut voir les différentes bases du triangle et s'assurer que donc ça demande en effet d'être en permanence en discussion avec les acteurs de la formation, les acteurs académiques, parce que ils sont pas autour de la table, mais ils font forcément partie des échanges, les acteurs économiques et puis les acteurs publics ou institutionnels, on va dire de manière plus globale, et puis qui sont les populations en recherche d'emploi ou demain ou qui sont en formation. Alors on va terminer tout à l'heure en projetant donc un deuxième film de Work and Live in Grenoble-Alpes avec quelqu'un de l'UGA, je crois, et de l'INSERM, d'un labo mix. Mais du coup, j'aurais une question peut-être, alors peut-être vous allez la trouver piège, mais pour conclure un peu notre échange ce matin, comment est-ce que vous pouvez nous donner une idée de comment vous vous insérez dans un dispositif qui est évidemment un peu parfois qui paraît un peu millefeuille, dans le sens où il y a plusieurs acteurs publics qui interviennent sur ces questions. Comment vous êtes articulé avec les autres collectivités territoriales, disons. Déjà, sur la question de l'hospitalité, il y a la question de l'hospitalité des demandes déjà. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaise question qui peut nous être posée. À nous, on est là pour y répondre. Même si on n'a pas la réponse, on sait vers qui orienter. Donc, de toute façon, la première chose, je dirais, c'est pas s'auto-censurer en disant c'est peut-être pas eux, ils sont peut-être pas compétents sur le sujet. Non. Posez-nous, s'il y a une question qui se pose à un moment donné, le mieux c'est de la poser. On ne pourra peut-être pas y répondre, mais on pourra de toute façon orienter vers la personne qui sera en capacité d'eux, parce qu'on est quand même, pour le coup, soit en charge d'eux, soit au cœur de réseaux qui, à l'échelle territoriale, traitent ces sujets-là et permettent de savoir quelles sont les bonnes personnes à avoir. Déjà, le premier sujet, c'est surtout ne pas se censurer et pas hésiter
à prendre contact avec nous de manière générale. Ouais. Adeline, en 2 mots. Alors en 2 mots, je suis désolée, je vais faire peut-être plusieurs phrases, mais je vais tâcher d'être rapide. C'est un cas concret, hein, typiquement sur la partie micro-nano-électronique, sur le besoin de compétences. Ça a commencé par la dette qui nous a dit, bah tiens, ça c'est sympa le Work and Live, on veut faire un film. Ok, super, qui est-ce qu'on peut mettre autour de la table? Et en fait, c'est un groupe qui s'est élargi en fonction des personnes. Puis on est parti d'un film à se dire, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour vulgariser le sujet? Peut-être qu'on peut faire une semaine de la microélectronique. Donc, si vous voulez, ça part d'une personne. On a la chance d'être dans un territoire qui est dans la collaboration et qui est dans l'intelligence collective. Donc, peu importe la collectivité, de toute manière, elles finiront tout autour de la table. Donc, on fonctionne par ricochet. Nous, on jette la pierre. Hop. Alors, c'est aussi un territoire qui fourmille qui recèle beaucoup d'énergie individuelle. Oui, c'est beaucoup d'initiatives. C'est un peu la complexité. Qui se superposent tout à fait. les unes par rapport aux autres. Donc, c'est là où il faut qu'on travaille ensemble. Il y a un beau travail de recensement. Un petit peu plus cohérent, notamment peut-être justement par rapport à l'extérieur, à l'exogène, où là, il faut peut-être être un peu plus en équipe, quoi, finalement. Chasser en équipe. Tout à fait. C'est ça, en fait. Merci à tous les deux. J'inviterai donc les participants du webinaire à m'adresser des questions si vous le souhaitez, que je vous relayerai, des demandes de contact. Avec plaisir. Et puis, donc, on va terminer cette session pour ceux qui souhaitent rester encore quelques 2-3 minutes avec nous, avec la projection du film de l'UGA. Alors, juste, il y a quelqu'un qui était en train d'écrire sur le chat. Non, Maudit de la médiathèque. Allez, voilà. Au revoir, à bientôt. Merci. À bientôt à tous. Originaire des Pyrénées, je suis venu il y a 30 ans poursuivre ma carrière de sportif de haut niveau à Grenoble-Alpes. J'y ai effectué toutes mes études et après plusieurs années passées à l'étranger, j'y suis revenu avec plaisir. Je m'appelle Samuel Vergès, je suis docteur en physiologie et spécialiste de l'activité physique et des effets du manque d'oxygène sur l'organisme humain. Plusieurs institutions majeures dans le domaine de la science et de la santé sont associées à cette recherche. L'Université Grenoble-Alpes, sa fondation, le Centre hospitalier universitaire et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Ce travail a des implications aussi bien pour des sportifs que pour des personnes souffrant de certaines maladies qui peuvent bénéficier des protocoles d'activité physique développés par mon équipe. Depuis 2018, mes recherches m'amènent de l'autre côté du monde, au Pérou, dans une ville de 50 000 habitants nichée à 5 300 mètres d'altitude. La Rinconada, la plus haute ville de notre planète. Cette expédition, ce programme de recherche, Expédition 5300, c'est vrai qu'il couple un aspect à la fois scientifique et humanitaire. Et je dirais qu'au fil des missions, on a un équilibre assez fin à trouver entre l'aspect développement de la connaissance, qui est forcément au long cours, et puis l'aspect soutien à la population, à une population qui est fragile, qui est très sujette à pas mal de problèmes de santé. Et du coup, on a un équilibre assez fin à trouver entre notre travail de scientifique au long cours, à long terme, et puis la nécessité parfois urgente de soutien médical de cette population-là. Mon travail est passionnant. Il me permet de créer des passerelles et des connexions au quotidien entre le monde sportif et le monde de la santé, entre les montagnes des Alpes et celles des Andes, entre le monde de la recherche et les acteurs socio-économiques de notre territoire. J'ai la particularité d'être chercheur dans le domaine de l'activité physique et de l'environnement de montagne et d'être en même temps passionné et impliqué dans ces domaines. J'aime beaucoup pratiquer les sports outdoor en montagne comme le trail, le ski ou le VTT. Je suis également entraîneur de ski nordique et de biathlon dans un club local où je passe quelques heures par semaine. Personne ne pourrait rester insensible à cet environnement naturel exceptionnel que nous avons à notre portée, accessible en quelques foulées, en quelques coups de pédale.
Ma proximité quotidienne à mes collègues étrangers me rend attentif au déséquilibre de notre monde. Je suis à ce titre engagé dans des associations accueillant les migrants à Grenoble. Je peux être amené à donner des cours de langue ou à nouer des relations plus étroites de parrainage en accompagnant des jeunes souhaitant s'insérer dans notre tissu local. Pouvoir bénéficier d'une grande ville à l'esprit jeune, dynamique et solidaire et en même temps profiter d'un cadre naturel unique et d'une qualité de vie remarquable, voilà pourquoi j'ai choisi de vivre et de travailler à Grenoble-Alpes.